Bonjour. Nous allons commencer ce webinaire d'ici quelques minutes. On attend encore les retardataires. Bonjour. On va encore patienter une petite minute avant de commencer. Alors, en attendant que les dernières personnes se connectent, on vous invitera à poser vos questions dans la rubrique questions qui est prévue à cet effet sur la plateforme. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et du webinaire. On y répondra dans une seconde partie, dans un second temps. La partie questions est juste à côté de la partie chat. Je pense qu'on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à écrire donc du coup vos questions tout au long du webinaire. On va pouvoir démarrer, je pense. T'es prête, Charlotte? Et toi, tu es prête, Héloïse? C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler de cession immobilière, mais surtout de projets immobiliers. On est hyper heureux d'avoir reçu autant de réponses positives, puisque vous êtes plusieurs centaines à vous être inscrits. Donc, merci beaucoup. Et on espère que vous trouverez les réponses aux questions qui vous animent aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis Héloïse, responsable de projet immobilier public. J'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Et je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour, Charlotte Pleyoust, responsable d'expertise immobilière. Je suis attachée à déterminer la valeur des biens avant commercialisation, mais aussi à déterminer les enjeux à lever pour une commercialisation optimale. Ce webinaire, il nous a été inspiré par vous et par nos échanges réguliers. Nous avons réalisé que l'expérience d'une entité publique pourrait bénéficier aux autres et inversement pour vous aider à optimiser vos sessions. Bien évidemment, une seule session ne sera pas suffisante, nous allons en proposer d'autres. En tout cas, cette première nous permet d'introduire un sujet qui est à la fois politique et financier et qui constitue le nerf de la guerre de la vente immobilière. Nous parlons ici de la valeur du bien.
Nous avons 3 objectifs aujourd'hui car nous sommes un peu ambitieux. D'abord, développer une approche critique de la valeur. Ensuite, pouvoir construire une grille de lecture efficace pour vos projets immobiliers. Et finalement, comprendre l'impact d'un projet attendu sur la valeur d'un bien immobilier. Donc, nous vous avons préparé une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Et comme je disais tout à l'heure, on vous invite à nous faire part au fur et à mesure de toutes vos questions dans la partie questions de la plateforme qui se situe juste à côté du chat et on y répondra dans un second temps. Dans une première partie, nous allons revenir sur la définition et la notion de valeur. La valeur vénale, est-ce le prix de vente? Revenons dans un premier temps sur la définition de la valeur vénale par la charte de l'expertise immobilière. Il s'agit du prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être cédé au moment de l'expertise par un vendeur désireux de vendre dans les conditions normales du jeu de l'offre et de la demande. Nous notons dans cette définition plusieurs points. D'ailleurs, d'abord, l'utilisation du conditionnel, qui ne vous a pas échappé. Ce sont des hypothèses. Ce n'est pas le prix auquel un bien ou un droit immobilier va être cédé, mais le prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être cédé. Ensuite, dans la notion de vendeur désireux de vendre, vous nous confiez un mandat ou un projet, oui, mais à quel point souhaitez-vous vendre et surtout, dans quelles conditions? Enfin, la partie dans les conditions normales du jeu de l'offre et de la demande. Ce jeu est facilement identifiable pour un appartement en centre-ville, pouvant aisément devenir une résidence principale ou un investissement locatif. C'est bien plus difficile pour les anciennes colonies de vacances, devenues obsolètes ou en tout cas pour lesquelles une mise aux normes importante est à prévoir, ou pour, par exemple, un ancien EHPAD de 2-3 000 m² dans une commune qui présenterait 12 000 habitants et qui n'aurait plus besoin de cet EHPAD pour fonctionner. La valeur vénale, c'est donc le prix auquel pourrait se vendre le bien, et c'est donc différent du prix de vente, qui est celui qui est convenu entre les parties et signé le jour de la vente chez le notaire. Toutefois, nous estimons avant-vente pour avoir une idée de quel prix le bien pourrait se vendre, et estimer pour vendre, c'est donc estimer quel prix raisonnable un acquéreur raisonnable sera prêt à mettre dans l'acquisition d'un bien donné. Pour un bien donné, il pourrait y avoir plusieurs acquéreurs et plusieurs types de projets. Des acquéreurs qui vont répondre à des contraintes différentes. Un acquéreur professionnel va répondre plutôt à une contrainte de rentabilité, un acquéreur particulier va plutôt répondre à une contrainte de budget. Combien puis-je emprunter? Une question qui est d'autant plus d'actualité avec l'augmentation des taux qu'on connaît. Et une de ces valeurs, la valeur la plus connue pour les entités publiques, est celle des domaines. En effet, vous le savez, les entités publiques sont tenues de consulter les domaines pour connaître la valeur d'un bien préalablement à la réalisation de certaines de leurs opérations immobilières. L'avis des domaines doit notamment être annexé aux délibérations pour vendre des collectivités de plus de 2000 habitants qui correspond à l'article L2241.1 du CGCT. Et d'ailleurs, c'est très important car c'est une première valeur qui est toujours très intéressante. En revanche, on vient de le dire, il n'y a pas qu'une seule valeur pour un bien. C'est donc une valeur parmi d'autres. Cette valeur s'attache très souvent à la destination actuelle du bien et elle est calculée la plupart du temps pour une poursuite d'usage du bien, ce qui parfois peut être inadapté au bien étudié. Il se peut que la destination actuelle ne soit pas viable. C'est notamment le cas, par exemple, d'immeubles de bureaux en secteur résidentiel, dont l'usage de services de proximité au public n'a plus raison d'être. Par exemple, chez Agorastore, on a commercialisé des bureaux à Fourmies, à Condé-sur-Lescaut, pour la CPM du Hainaut, en secteur résidentiel, qui du coup vont être transformés en logements. D'autres exemples, on l'a dit, pour des EHPAD ou même des anciennes écoles. C'est pourquoi c'est intéressant de se projeter sur les différentes potentialités du bien pour connaître d'autres destinations potentielles et probablement d'ailleurs d'autres valeurs. Dernière chose concernant l'avis des domaines, il est important aussi de rappeler que l'avis ne lie pas le consultant, donc le demandeur, sauf pour les cessions de l'État. L'avis des domaines est donc là pour vous accompagner, vous les collectivités, dans votre projet de cession ou de réaffectation, mais la collectivité peut se détacher de cette valeur, de cet avis, qui, si par exemple un acquéreur qui répond au mieux à votre besoin, par son projet par exemple, ne correspond pas à cette valeur suite par exemple à une mise en concurrence. C'est pourquoi c'est important d'étudier les différentes valeurs de votre bien. N'est-ce pas Charlotte ?
Exactement. Et par différentes valeurs, on veut aussi dire différentes potentialités. L'expert immobilier va donc pouvoir vous offrir d'autres potentialités, les domaines en offrant déjà des premières. L'expert immobilier se retrouve au croisement de plusieurs mondes. D'un côté, le marché immobilier et ses acteurs, car il est en contact assez régulier avec des acquéreurs et vendeurs. De l'autre côté, le cadre réglementaire urbanistique, dans lequel on va aussi faire intégrer, bien évidemment, toutes les questions de gestion des risques. Et finalement, un dernier monde, mais pourtant très très important, c'est les attentes de son demandeur. Ici, aujourd'hui, chez Agorastore, très régulièrement, les services et les élus. Il n'est pas évident de concilier ces trois réalités, mais c'est justement le travail de l'expert de réussir à déterminer la valeur qui permettra de vendre le bien, toute contrainte entendue. C'est finalement un premier travail de négociation qui s'engage avant même toute négociation pour vente. Aujourd'hui, on dispose de nombreux logiciels d'estimation accessibles, gratuitement ou non. Le plus connu étant notamment Demande de valeur foncière, DVF, qui permettent d'estimer franchement très correctement les maisons et appartements en zone résidentielle. Pourtant, ces logiciels présentent de graves lacunes sur les biens immobiliers atypiques qui peuvent être concernés par des réglementations contraignantes. On parle peut-être de localisation en zone naturelle au titre d'un PLU, de localisation en zone rouge au titre d'un PPRI, mais aussi des logiciels qui ont du mal à comprendre la notion de projet et un projet particulier que vous attendriez sur le bien. L'expert immobilier vous dira donc ce qu'il est envisageable de faire et quels points d'attention devront éventuellement être soulignés auprès des futurs porteurs de projets, en fonction des prestations techniques du bien, de ses défauts structurels, mais surtout des contraintes imposées sur le bien. Il ajustera son étude et justifiera là où les valeurs vénales retenues. Faire appel à un tiers, finalement, permet de prendre du recul sur l'analyse de votre bien immobilier. Nous sommes parfois attachés au projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps, pouvons avoir une idée claire, mais peut-être un peu trop ancrée de ce que la vente du bien devrait donner ou permettre. Faire appel à un tiers permet donc d'ouvrir à d'autres potentialités. Nous l'avons vu, la notion de valeur vénale présente un intérêt, mais aussi des limites dès lors que le bien immobilier peut difficilement faire l'objet d'une poursuite d'usage. Et c'est notamment le cas lorsque la ville souhaite un futur particulier pour le bien immobilier. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, comment intégrer les souhaits de ma collectivité ou de mon entité, parce qu'on a des personnes de l'État avec nous aujourd'hui, à l'étude de la valeur du bien. La gestion du foncier bâti et non bâti est un enjeu pour toutes les collectivités de petite, moyenne ou grande envergure, et on le voit notamment dans les personnes présentes aujourd'hui. Se retrouvent dans la question à la fois des enjeux budgétaires, mais aussi politiques et techniques. Si la vente peut correspondre seulement à un projet de rationalisation du patrimoine de la collectivité, le bien n'étant plus affecté ou présentant des travaux trop importants pour sa mise aux normes, la vente peut aussi faire partie d'un projet plus grand. Nous avons notamment l'exemple, entre autres, de la vente de l'ancien commissariat de La Rochelle, sur lequel la collectivité avait exercé son droit de priorité, le bien appartenant anciennement à l'État, pour ensuite procéder à la revente du bien en favorisant les projets commerciaux, permettant ainsi de dynamiser une zone en sortie de centre-ville historique. Une cession immobilière, c'est donc à la fois un projet qui est politique, un projet qui est juridique et un projet qui est financier, trois volets que nous allons développer maintenant. Et on va, dans un premier temps, évoquer la volonté derrière le projet de vente. L'ajout de contraintes à un projet de vente peut effectivement impacter ce projet de vente, notamment en réduisant le nombre d'acquéreurs potentiels pour un bien. Il est donc essentiel pour la collectivité ou pour l'entité de mesurer l'impact d'un cahier des charges éventuel. Pour cela, il faut vous poser 3 questions pour bien définir votre besoin. Première question, la collectivité, donc les services, les élus, refusera-t-elle toute offre qui ne répondra pas entièrement au cahier des charges évoqué ? Par exemple, les élus se sont engagés sur le devenir du bien, le bien a été acheté par la commune pour déterminer son devenir, comme on vient d'en parler pour La Rochelle. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la collectivité est prête à évoluer sur ces demandes ? Est-ce que des projets qui sont proches du cahier des charges peuvent être étudiés ou non ? Enfin, est-ce que la collectivité est ouverte sur les projets ? La collectivité n'a pas déterminé concrètement son souhait pour le bien, et d'ailleurs, toute vente ne doit pas nécessairement intégrer un cahier des charges. C'est très important
Pourquoi? Car la valeur du bien, mais également sa commercialisation, devront être adaptées au niveau d'avancement du projet de la collectivité. Plus votre projet va être défini, ancré dans un programme concret, plus global, plus l'impact sur le prix notamment sera fort au moment de la session. Aussi, une mise en concurrence vous permet de choisir le projet qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez. Et aussi, pour résumer un petit peu, une cession immobilière, c'est un projet en soi. Donc, il faut vraiment vous demander quel est-il, où placer votre curseur pour ensuite définir la bonne estimation et surtout la bonne stratégie de commercialisation derrière. On va entrer un peu plus dans le détail juridique de ce cahier des charges maintenant avec Charlotte. Effectivement. La réussite d'une vente avec le cahier des charges va résider effectivement dans l'obtention d'offres dans lesquelles les acquéreurs s'engagent à porter un projet compatible avec les attentes du vendeur, mais surtout dans la capacité du vendeur à faire intégrer ses attentes à l'acte de vente pour les inscrire durablement. Optimiser la réussite de la vente passe donc par la définition et la rédaction de clauses en amont de toute commercialisation. Nous avons notamment commercialisé des biens avec des clauses d'affectation, par exemple à la résidence principale dans des secteurs ou dans des villes balnéaires, des clauses de destination dans lesquelles le futur propriétaire devait s'engager à maintenir à l'habitation l'immeuble, des clauses de complément de prix ou d'intéressement pour lutter contre la surenchère immobilière, ou encore des clauses de qualification des acquéreurs. Héloïse nous partagera un exemple plus tard. Les clauses précitées limitent toutes, à leur manière, le droit de jouissance et de propriété. La réussite de la vente avec projet passe donc par la rédaction de clauses solides dont le risque de qualification d'abusif par le juge serait moindre, voire nul. Pour ce faire, chacune de ces clauses doit présenter les caractéristiques suivantes. Une règle, une durée limitée dans le temps, des conditions de sortie et finalement des pénalités prévues en cas de non-respect par l'acquéreur de ladite clause. Ces pénalités doivent être réalistes et justifiables. Par exemple, on avait l'exemple de la clause d'affectation à la résidence principale. La pénalité peut être, si le futur propriétaire décide de mettre le bien en location alors qu'il s'était engagé à en faire de la résidence principale, la pénalité peut être que le propriétaire devra reverser à l'ancien propriétaire l'équivalent des loyers perçus. Il est évident qu'une clause aura toujours un effet sur le nombre d'acquéreurs. Et par conséquent, plus un projet est contraignant, moins le nombre d'acquéreurs sera important. Par ailleurs, si elle est connue sur le tard, cette clause, elle met à risque la commercialisation. Il est donc essentiel de disposer d'une clause claire, si ce n'est déjà rédigée, avant toute commercialisation, justifiant une préparation de la vente avec votre notaire et puis avec Agorasort si vous souhaitez bien évidemment travailler avec nous. Au final, on peut dire qu'adapter la valeur du projet, c'est prendre en compte les contraintes des acquéreurs potentiels. Et on va illustrer tous nos propos ici avec des exemples à présent, avec 3 exemples. Donc, le premier exemple, c'est un exemple d'une session qu'on a réalisée pour la ville de Vannes, qui souhaitait céder 2 maisons sur un secteur très recherché, au prix au mètre carré moyen élevé, et en limitant l'accès à la vente aux primo-accédants éligibles au prêt PSLA. En effet, dans une ville où les habitants ont du mal à se loger, c'est un projet qui est intéressant, qui est important, mais qui va impacter le prix de cession, évidemment. En effet, ici, les acquéreurs les plus aisés, qui souhaitent investir dans une résidence secondaire, par exemple, sont d'office exclus de la vente, ce qui va impacter le prix de cession au final. Un deuxième exemple concernant ces clauses, ça pourrait être aussi une vente avec une contrainte d'obligation de réalisation de locaux commerciaux. Par exemple, sur un secteur où l'habitation se voit local commercial, comme à La Rochelle, par exemple. Ou encore dans un immeuble qui ne présente aucunement les caractéristiques attendues pour un local commercial. Par exemple, un bien qui n'a pas de linéaire, qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas d'accès PMR. Forcément, cette clause va impacter le prix de cession de ce bien. Enfin, si on veut citer un troisième et dernier exemple, si on prend une vente avec une clause d'intéressement ou de complément de prix pour un bien immobilier qui présente un véritable intérêt pour un marchand de biens,
qui voudrait acheter le bien pour le revendre à la découpe. Forcément, ça va exclure ce type d'acquéreurs de la vente qui sont des acquéreurs à fort potentiel. Donc également, le prix de vente en sera impacté. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, une clause dans une vente, c'est nécessairement une contrainte, même si, effectivement, c'est un outil non négligeable. Donc pour optimiser vos projets de cession, c'est très important d'en mesurer les conséquences, les limites et surtout d'en faire part aux acquéreurs potentiels dès le début de la commercialisation. On l'a dit, idéalement dans sa version rédigée. Maintenant, on va également évoquer avec vous d'autres exemples, des exemples un petit peu différents, voire même atypiques, n'est-ce pas? Exactement. Nous l'avons vu dans un premier temps, la valeur vénale et le prix de vente, ce sont deux notions différentes et il est important d'arriver à avoir une notion critique de la valeur vénale ou de la valeur d'estimation. Dans un second temps, on l'a vu, un projet de cession, c'est un projet qui peut être politique, juridique et financier. Et même si certains projets peuvent apparaître particulièrement complexes, cela n'est jamais impossible. Parlons de ces projets atypiques qui vont combiner la difficulté d'évaluation avec des contraintes de projet parfois conséquentes. La difficulté d'évaluation, elle réside dans plusieurs choses. D'abord, on n'a pas de bien comparable. C'est un immeuble qui, par exemple, est très grand, très important, sur un marché où il est assez difficile de trouver des biens comparables cédés. C'est un bien pour lequel une poursuite d'usage est plus qu'improbable. Nous le verrons ensuite. Finalement, c'est un bien pour lequel, a priori, il y a une absence de marché. En tout cas, pour ce type de bien et de surface, pas de marché identifié. De l'autre côté, on dispose de ces biens atypiques, disposent d'une richesse patrimoniale non négligeable qui vont inviter les territoires parfois non partis à l'acte à faire part de leur vision pour le futur du bien. C'est-à-dire que même si le vendeur ne souhaite pas insérer de cahier des charges, il peut y être fortement encouragé pour que la vente puisse se réaliser dans les meilleures conditions et que tout le monde soit à l'issue de la vente content. Deux exemples assez probants. Sur la gauche, vous avez la Chartreuse du Glandier, vendue par la ville de Paris il y a maintenant 2 ans, il me semble. Il s'agit de l'ancien sanatorium de la ville de Paris qui présentait une surface bâtie conséquente dans un secteur rural. Finalement, c'était un village à part entière, dans un secteur tout à fait, en tout cas, pas du tout de surface comparable cédée. Le département, qui était non vendeur, souhaitait toutefois s'assurer que la richesse patrimoniale du site soit préservée et surtout que le site puisse rester ouvert aux visiteurs, que la richesse patrimoniale soit partagée avec les habitants, mais aussi les personnes de passage. A priori, la poursuite d'usage était impossible pour le sanatorium parce que nous avons réussi à soigner la tuberculose et ça, c'est une excellente nouvelle. Clairement. Un autre exemple, Compiègne, l'ancienne prison de Compiègne, propriété de l'État, anciennement. C'était une prison dans un secteur huppé, assez étonnamment, assez bourgeois et pavillonnaire, avec des contraintes d'urbanisme qui autorisaient les petits collectifs. La ville, quant à elle, souhaitait limiter le projet à des habitations individuelles, malgré l'absence d'interdiction au PLU. Parfois, afin de finaliser et de pouvoir avancer sur la vente, on va devoir intégrer au projet les contraintes de collectivités non parties à l'acte. Et surtout, c'est sur ces types de biens qu'il faut vraiment pouvoir laisser parler le projet, le bien, ses richesses patrimoniales, sans attendre de valeur particulière, cette dernière étant difficilement définissable et finalement le prix de vente pouvant être déterminé uniquement par une mise en concurrence qui révélera effectivement la valeur du bien. Effectivement. Et donc, pour résumer tout ce qu'on vient de vous dire, si vous devez retenir et repartir avec 3 points importants, ce serait ceci. Le premier, il n'y a pas qu'une seule valeur, il y en a beaucoup. Donc, la probabilité d'avoir une estimation avant-vente exacte du bien est nulle. La deuxième, pour autant, c'est très important de vous faire accompagner pour valoriser vos biens, mais aussi pour cadrer vos projets immobiliers. Et enfin, par ailleurs, valoriser pour vendre, c'est valoriser des projets, comme on a pu vous l'expliquer. On vous remercie pour votre attention. La présentation est à présent terminée. On espère qu'elle vous a aidé
Et on va maintenant pouvoir répondre à vos questions. On voit qu'il y en a plusieurs qui sont arrivées. Alors, bien sûr, on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais on va vous faire un retour par écrit à la suite de ce webinaire, avec notamment la présentation, le lien du replay également, si vous souhaitez le partager, et la réponse aux questions dont on n'aura pas eu le temps forcément de répondre. Donc, on va commencer avec la première question, qui est la question... Alors, tu veux la lire, Charlotte? Oui, ou sinon j'y vais sinon. Donc, la première question, quels sont les arbitrages les plus souvent rencontrés par vos services lors de la définition des cahiers des charges avec les collectivités? Oui, alors souvent, on nous présente des biens dans un premier temps avec un cahier des charges qui démarre avec beaucoup de contraintes et il est important du coup qu'on puisse replacer le projet immobilier dans le marché et le secteur concerné. Par exemple, on va avoir une volonté de poursuite d'usage sur un bien et en fait, l'étude du marché nous fait douter de la possibilité d'avoir en tout cas de nombreux acquéreurs prêts à poursuivre cet usage-là. Et du coup, on va en tout cas proposer éventuellement à élargir un peu les possibilités pour le bien pour optimiser. Maintenant, bien évidemment, si c'est un besoin très clair de la commune d'avoir notamment un service de santé, il est tout à fait possible de demander à ce que les acquéreurs portent ce projet-là. Malheureusement, le risque est que financièrement, la vente ne soit pas aussi intéressante qu'elle aurait pu l'être sans cahier des charges. Oui, exactement. Et l'objectif dans ce cas, c'est aussi de s'entretenir avec les services, les élus pour définir les objectifs vraiment du cahier des charges, les compromis que la collectivité est prête à faire pour construire ensuite ensemble un processus de vente. C'est vraiment là qu'on peut vous accompagner. Voilà. Alors là, j'ai une autre question. Ouais, deuxième question. Sur quel support vous appuyez-vous pour estimer un bien à part DVF? Alors, chez nous, l'analyse, l'estimation du bien, c'est vraiment on met toutes nos bases de données ensemble et on va aller chercher des données sur l'INSEE, le comparateur de territoire, les dossiers complets. On va aussi aller chercher des données sur les sites professionnels, notamment pour tout ce qui est les locaux commerciaux, locaux d'activité. Vous avez les brokers qui font des études régionales et locales tous les ans. On va aussi pouvoir récupérer certaines données sur ce qu'on appelle des valeurs Calon, qui est un document qui référence sur plus de 600 pages des données. Voilà. Et puis DVF est effectivement un bon premier outil, mais il offre certaines lacunes, notamment sur la connaissance des biens immobiliers qui ne seraient pas de l'habitation. Une troisième question. Comment réussissez-vous à quantifier l'impact financier du choix d'un élément du cahier des charges d'une collectivité? Alors, 2 éléments de réponse. La première, et j'imagine que vous l'avez compris, c'est que la valeur d'estimation n'est pas la valeur de vente et qu'on peut juste souligner qu'il y aura probablement moins d'acquéreurs potentiels en fonction du cahier des charges. Et s'il exclut, par exemple, typiquement la mise en location, eh ben, on ne va pas pouvoir utiliser la méthode de valorisation par capitalisation et peut-être qu'on va avoir du coup une valeur par comparaison plus faible que si on avait utilisé la méthode par capitalisation. Maintenant, encore une fois, c'est des estimations et le vrai prix de vente ne sera défini qu'à l'issue d'une mise en concurrence. Complètement. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu du coup pour vous, c'est vraiment de comprendre quel est votre objectif. Est-ce que c'est le montant final de la vente? Est-ce que c'est plutôt le projet? Est-ce que c'est aussi le temps de la transaction? Ça peut être déterminant pour certaines collectivités et forcément, le cahier des charges va impacter aussi parfois le temps de la transaction.
Ensuite, on a une autre question. Quid de la requalification en marché public de ce type de clause? Effectivement, question très intéressante. Une réponse qui mériterait d'être formulée par un avocat, car normalement, en fait, la vente peut être requalifiée en marché public quand le vendeur associe une charge financière précise. Par exemple, quand le vendeur associe à la vente des travaux obligatoires, il va vendre un terrain sur lequel une opération de logement est associée à celle d'une construction d'une aire de jeu pour enfants. Maintenant, si le vendeur décide de favoriser certains projets parce qu'il l'arrange, s'il n'y a pas de charge financière en contrepartie, vous pouvez tout à fait les mettre sans rentrer dans le cadre du marché public. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, on va prendre une prochaine question. Alors, nouvelle question également. Conseillez-vous d'indiquer dans le cahier des charges l'évaluation des domaines ou est-il préférable de ne pas la donner? Alors, si je peux commencer à répondre à cette question, il est préférable de ne pas la donner parce que c'est une valeur qui va donner un cap à la vente, un référentiel en fait, qui va être affiché. Pour autant, c'est une estimation qui pourrait être dépassée dans le cas d'une mise en concurrence dynamique et efficace. Donc, ça serait dommage d'afficher un prix qui potentiellement n'est pas forcément le prix maximum que sont prêts à mettre les acquéreurs. Par ailleurs, cette évaluation des domaines, elle peut aussi, si trop importante, décourager certains porteurs de projets. Et on l'a souligné plus tôt, les collectivités territoriales ne sont pas liées par l'avis des domaines. Alors effectivement, il faut bien annexer l'avis à la délibération pour vente une fois que le futur propriétaire est sélectionné, mais il n'y a pas d'obligation de suivre exactement le prix. Et effectivement, du coup, ça pourrait donner une idée. Une mauvaise idée. En tout cas, une idée qui ne serait pas... ce serait une idée alors qu'il y a plusieurs idées possibles. Complètement. Alors, on a encore le temps pour quelques autres questions. Quel type de structure AMO peut accompagner les collectivités dans ces démarches de cession? Alors, on ne va pas mentir. Enfin, oui, vous pouvez nous faire confiance pour ces sujets-là. Effectivement, Agorastore, c'est un premier élément de réponse. Voilà. Après, il existe aussi des bureaux d'études qui peuvent vous accompagner là-dessus. Ce qui est essentiel, c'est de choisir un acteur qui connaît les collectivités publiques. D'abord parce que les collectivités ont un processus bien défini et réglementaire et que vous avez parfois des enjeux un peu différents du privé. Et voilà. C'est surtout ça. Je pense que principalement ça. Alors, encore une autre petite question. Comment s'assurer que le cahier des charges sera bien respecté après la vente? Oui, c'est une très bonne question. Un vrai défi. On a essayé d'y répondre avec la partie juridique sur les clauses, sur le fait de rédiger des clauses qui sont claires, nettes, qui ne peuvent pas être qualifiées par la suite, ou en tout cas difficilement par le juge comme abusives parce qu'elles répondent à toutes ces notions d'une règle précise, d'une durée limitée dans le temps, des pénalités, mais aussi des conditions de sortie. Ça, c'est une première façon de faire respecter ce cahier des charges. Dans un second temps, c'est aussi avoir une organisation de la vente, on vous l'a dit aussi, disposer de tous les éléments en amont de la commercialisation pour pas que ça puisse faire l'objet de négociations entre le futur propriétaire et vous. Et en fait, faire appel à un organisateur de la vente neutre et impartial qui peut permettre d'avoir cette transparence totale sur cette clause et sur du coup ce cahier des charges attendu. Et finalement, être aussi précis sur le timing de la vente à faire respecter. Et c'est pour ça que en fait, l'essentiel se joue avant la commercialisation, avant même de discuter avec des acquéreurs potentiels.
C'est vraiment avoir une idée très claire de ce qui devrait être fait et ce qui devrait être cadré par ces clauses. Complètement. La transparence totale, c'est le plus important. Alors, si on regarde les prochaines questions. Alors, à partir de quand considère-t-on que le prix de vente est trop bas et qu'il constitue une libéralité? Alors, commencer à répondre. Chez nous, la réponse serait, je répondrais à l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait une mise en concurrence, que la mise en concurrence a révélé des valeurs différentes, mais aussi des projets différents, et qu'un projet semble vraiment plus propice et plus profitable à la commune, même si financièrement c'est moins intéressant, ça se justifie toujours. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, c'est pour ça que je prendrais la réponse à l'inverse. Je ne sais pas si Oui, c'est en fait, à partir du moment où la visibilité a été assez bonne et que voilà, vous avez fait une large communication et que ça, vous pouvez le prouver, à ce moment-là, il n'y a pas de sujet en fait. Mais effectivement, ça implique d'avoir une mise en concurrence et de pouvoir justifier, d'avoir donné la visibilité nécessaire à la vente du bien, la réalisation de visites, la réalisation, le travail de publicité véritablement de la vente. Et en fait, si ça permet à la fois de réaliser un projet et en plus de ça, parfois aussi et très régulièrement, de rationaliser le patrimoine qui en fait non vendu va peut-être se dégrader ou en tout cas va engendrer des coûts de sécurisation importants, alors ça se défend totalement. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples et on a eu beaucoup de cas comme celui-ci, donc vraiment, il n'y a pas de problème. C'était encore une petite dernière. Alors moi, par rapport au contenu, mais par rapport au support, le support de présentation vous sera bien évidemment transmis. Oui. Il me semble qu'un replay aussi vous sera transmis. Et vous aurez tous les éléments à la suite, bien sûr, par mail. Vous aurez également nos coordonnées si besoin. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez surtout pas. On est aussi là pour ça, pour vous accompagner et vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être une toute dernière question qui concerne, j'ai vu, alors effectivement pas forcément le thème du webinaire d'aujourd'hui, mais d'un article qu'on a pu écrire sur l'expropriation d'un immeuble insalubre. Est-ce qu'on prévoit un webinaire spécifique, etc. Alors, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur notre dernière slide, puisqu'effectivement, comme on vous l'a dit, comme Charlotte l'a dit au tout début, un seul webinaire ne suffit pas, puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et on aura un épisode 2 qui va arriver très prochainement. Bien sûr, en plus de tous les éléments de ce premier webinaire, on vous donnera les informations pour le second, qui sera probablement après l'été, à la rentrée. Voilà, on espère que vous avez apprécié notre échange, que vous avez eu la réponse à toutes vos questions, que ça vous a apporté, en tout cas, que vous avez appris des choses. On est vraiment ravis de ce premier épisode et on a hâte des prochains. Donc, on vous quitte sur ça. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Merci.